Chers collègues, prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce premier conseil municipal de rentrée. J'espère que vous avez passé, malgré les problèmes sanitaires, de bonnes vacances, que vous êtes reposés, que vous avez pris le soleil pour ceux qui étaient dans les bonnes régions. Et donc nous allons ouvrir ce conseil municipal. Donc je vais passer la parole à Marie-Agnès pour l'appel. Marie-Agnès. Bonsoir. Jean-Pierre Legnaud. Présent. Marie-Agnès Bouissou, présente. Olivier Deschner. Présent. Eva Segui. Jean-Michel Charles. Virginie Ox. Alain Disséum. Virginie Albar. Absente. Elle a donné pouvoir à Eva Segui. Adrien Perret. Présent. Philippe Détizon. Présent. Fatima Guérouache. Présent. Fabienne Saquet. Jean-Yves Morin est absent. Il a donné pouvoir à Jean-Pierre Legnaud. Qui l'accepte. Corinne Ouzio. Christine Anon-Bassio. Laurent Barbotin. Éric Nonon. Sophie Bastide-Ledu. Fabien Vial. Arthur Rouillet. Apolline Toumelin. Pierre-François Degan. Christina Schwartz. Jean-Luc Bianchi, qui est absent et qui a donné pouvoir à Christina Schwartz. Katia Lefebvre. D'accord. Laurent Maglia. Olivier Ardouin. Valérie Thomassen. Philippe Sénèque. Merci Marie-Agnès. Nous allons passer à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 juin 2021. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ce compte-rendu? Pas d'observation? Eh bien, le compte-rendu est adopté à l'unanimité. Merci. Nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, je vais passer la parole à Adrien Perret, l'adjoint aux finances, qui va vous parler d'adoption de rapport sur la commission locale d'évaluation des charges transférées, qu'on appelle plus communément la CLECT. Adrien, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, cette première délibération consiste à analyser le rapport d'évaluation de la CLECT. La CLECT, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est donc une instance de la communauté urbaine qui est chargée d'évaluer le coût des compétences qui sont transférées des communes vers la communauté urbaine. C'est important parce que ça permet de calculer les attributions de compensation et donc de sécuriser les équilibres financiers entre la communauté urbaine et les communes. Les attributions de compensation, ça correspond au reversement de la fiscalité économique qui est perçue par la communauté urbaine, c'est-à-dire la cotisation foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, et qui sont ensuite reversées aux communes, déduction faite du coût des charges qui ont été transférées à la communauté urbaine. Donc la communauté urbaine ne s'était pas réunie depuis plusieurs années, ce qui était un sujet, et donc elle a repris ses travaux avec le changement d'exécutif, et produit ce rapport qui a vocation à faire plusieurs choses. Notamment, il a été question d'actualiser le linéaire de voirie et le nombre de points lumineux par commune, sans toucher au prix unitaire qui avait déjà été validé dans les précédents rapports de CLECT. Il s'est agi aussi d'évaluer les charges liées à l'entretien des ouvrages d'art et des fronts rocheux. Les ouvrages d'art, c'est notamment les ponts. Il s'est agi aussi d'évaluer la compétence relative à l'entretien des réseaux d'eau pluviale urbaine qui n'avaient jamais été réalisés jusqu'à présent, alors même que ça donnait lieu à des dépenses effectives de la communauté urbaine au nom des communes. On a aussi évalué définitivement l'ensemble des concessions de distribution d'électricité et de gaz dont la compétence a été récupérée par la communauté urbaine en 2016. Donc c'est notamment le syndicat d'intégration des réseaux dans l'environnement, le CIR, ainsi que le SIAR et les parkings. Ces éléments avaient déjà fait l'objet d'une modification d'attribution de compensation en 2019, mais elle n'était que provisoire, et là il s'agit de la rendre définitive. Ensuite, il y a d'autres compétences dont les montants sont un petit peu plus limités,
qui concerne aussi Vilaine. Il s'agit de la compétence GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et la charge qu'on appelle DECI, qui s'appelle Défense extérieure contre incendie. Très concrètement, les conséquences de ces évaluations de charges pour la commune de Vilaine conduisent à réduire les attributions de compensation de 117 000 € supplémentaires par rapport à la situation qui prévalait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans le budget 2021, nous avons voté un montant d'attribution de compensation de 619 000 €. L'année prochaine, à compter de 2022, ce montant sera réduit de 117 000 €. Alors ces 117 000 € se décomposent en quasiment 58 000 € de dépenses au titre de l'entretien et du renouvellement du réseau de canalisation d'eau pluviale, 5 700 € pour les compétences GEMAPI et DECI, 25 000 € pour l'entretien des fronts rocheux et 28 000 € de charges supplémentaires sur le linéaire de voirie et les points lumineux à la suite de l'actualisation du recensement. Donc 117 000 €, c'est un montant qui est significatif pour Vilaine, qui plus est dans une situation où la section de fonctionnement est déjà contrainte. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un point d'équilibre qui a fait l'objet de nombreux échanges entre les communes et avec la communauté urbaine, et que la situation initiale qui était proposée en entrée de discussion par la communauté urbaine aurait pu coûter beaucoup plus cher à Vilaine. Je pense notamment au CIR, le coût de la compétence s'élève à 178 000 € annuels, alors que sur les années 2018 à 2020, les contributions effectives de la communauté urbaine ont été de l'ordre de 200 000 €, donc ça fait quasiment 22 000 € de plus. Pour les canalisations d'eau pluviale, au départ, la communauté urbaine avait prévu d'amortir, c'est-à-dire de renouveler en fait, l'intégralité du réseau d'eau pluviale en 50 ans, ce qui était une durée courte, et donc finalement, après échange et discussion, il a été décidé de la renouveler en 80 ans, ce qui a fait économiser 20 000 € par an à Vilaine. Au départ, il était question aussi de faire payer l'ensemble des communes l'entretien des ouvrages d'art, notamment des ponts, quand bien même il n'y avait pas de pont qui ressortait de la compétence de la communauté urbaine sur les communes, c'était à titre de solidarité. Finalement, ça n'a pas été retenu, mais dans les premières propositions, ça coûtait 10 000 € de plus à Vilaine. Et il a été question également de prélever 2/7 de TCFE, qui est la taxe sur la consommation finale d'électricité, au titre justement de la distribution des réseaux d'électricité. Mais comme à Vilaine, il y avait le CIR, finalement, ça n'a pas été retenu. Et donc, au final, l'ensemble des éléments qui auraient pu être pris et qui étaient présentés au début représentaient 70 000 € de plus environ. Et donc, à la fin, on atterrit avec un prélèvement sur attribution de compensation de 117 000 € qui aurait pu être 70 ou 75 000 € plus élevé. Donc, à la fin, c'est un point d'équilibre. Alors, évidemment, en contrepartie du vote que j'espère favorable de ce rapport de Clecte, il est bien évident que nous serons extrêmement vigilants à la réactivité de la communauté urbaine en cas de dépenses, à la pertinence des dépenses, à s'assurer que ça correspond bien aux besoins de la commune. Et ça, ce sera un point de vigilance et nous avons été très clairs là-dessus avec la communauté urbaine. Voilà, donc je ne vais pas être plus long dans le propos introductif et je vous propose de passer à la discussion. Avez-vous des observations sur cette première délibération? Non? Bien, je vous propose donc de passer au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Abstention? Contre? Voté à l'unanimité. Merci. Adrien, je te passe la parole pour la deuxième délibération. Merci, Monsieur le maire. Alors, la deuxième délibération concerne la suite de la procédure sur le protocole financier entre les 7 communes qui avaient présenté un recours en 2016 contre le protocole financier originel de la communauté urbaine et la communauté urbaine. Donc, je vous rappelle qu'en 2016, la communauté urbaine avait introduit un protocole financier qui reposait sur 3 principes. 1, une identité des ressources pour l'ensemble des 6 anciens établissements publics intercommunaux. 2, une identité des ressources de chaque commune entre avant et après fusion. Et 3, une stabilité de la fiscalité prélevée sur les ménages. Et donc, en fait, comme la communauté urbaine avait fait le choix de retenir uniquement la taxe d'habitation comme impôt ménage au moment de sa création, les 3,5 points de taxe foncière qui étaient jusqu'alors prélevés par la communauté d'agglomération de Rive-Seine ont disparu et la communauté urbaine a perdu ces recettes-là. Et donc, elle a décidé de réduire les attributions de compensation des 7 communes, enfin de l'ensemble des communes de la CA2RS, du montant correspondant à ces 3,5 points de taxe foncière. Pour Vilaine, ça représentait une somme de 339 000 € annuels. Le sujet, c'est que ces 339 000 € représentaient 30% du montant des attributions de compensation héritées de l'ancienne intercommunalité avant la fusion. Or, la loi de finances initiale limitait la variation de ces attributions de compensation à seulement 15% des attributions de compensation avant fusion.
Donc pour Vilaine, ça limitait à 170 000 euros. Donc 7 communes, dont Vilaine, ont porté un recours au tribunal administratif qui, au printemps 2019, a donné raison aux 7 communes. Et donc dans la foulée, la communauté urbaine a mis en place un nouveau protocole financier qui acte cette variation maximale de plus ou moins 15% des attributions de compensation qui s'appelle de neutralisation fiscale. Seulement, ça n'a pas été mis en œuvre tout de suite, puisque dès décembre de la même année 2019, lors du calcul des attributions de compensation provisoire 2020, c'est toujours le montant de 339 000 euros qui avait été déduit des attributions de compensation de Vilaine. Et donc, il a fallu attendre le renouvellement de l'exécutif, les discussions en fin d'année 2020, pour aboutir au protocole financier qui vous a été présenté et qui a été adopté par le conseil municipal le 4 février 2021. Donc, je rappelle brièvement les termes de ce protocole qui n'ont pas changé. Il est décidé qu'à compter de 2021, l'attribution de compensation de neutralisation fiscale est fixée à 170 000 euros pour Vilaine, contre 339 000 avant, donc il y a un gain de 169 000 euros par rapport à l'existant. Et sur le passé, les années 2016 à 2020, nous avons accepté de renoncer au remboursement du trop payé en 2017, en signe d'apaisement vis-à-vis de la communauté urbaine et des autres communes. Nous allons récupérer le trop payé sur les années 2018 à 2020, et en 2016, nous allons devoir payer uniquement une fois le montant d'attribution de compensation de neutralisation fiscale, puisqu'on ne l'avait jamais payé en 2016. Donc toutes ces opérations, vous en rappelez, ont été enregistrées au moment du budget primitif 2021 et sont déjà dans les comptes. Et donc en fait là, il n'y a rien de nouveau sur le fond, simplement la procédure est en 3 temps. La première étape, c'est que les 7 communes passent en conseil municipal au début le projet de protocole transactionnel, puis la communauté urbaine le passe en conseil communautaire vis-à-vis des 73 communes et donc calcule des attributions de compensation de neutralisation fiscale pour l'ensemble des communes. Et ensuite, chaque commune, donc les 73, repasse le montant définitif d'attribution de compensation de neutralisation fiscale pour l'ensemble des communes en conseil municipal. Et donc vous avez le détail des différentes attributions de compensation de neutralisation fiscale en annexe de la délibération. Pour Vilaine, c'est toujours moins 170 000 euros. Avez-vous des observations ou des questions à faire sur cette deuxième délibération? Non? Je passe au vote. Contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Merci, Adrien. Troisième délibération. Alors, la troisième délibération est une délibération qui concerne la limitation de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière en faveur des constructions neuves. Jusqu'à 2021, avant la refonte de la fiscalité locale, la règle définie par le Code général des impôts, c'était que les constructions neuves étaient exonérées de taxe foncière pendant 2 ans. Maintenant, le Code général des impôts laissait la possibilité aux communes qui le souhaitent et qui délibéraient de cette manière-là, la possibilité de supprimer cette exonération et donc de faire payer les propriétaires de constructions neuves dès la livraison de leurs biens. Et éventuellement, cette exonération pouvait n'être supprimée que pour les logements non aidés. En septembre 1995, la ville de Vilaine-sur-Seine a pris la décision de supprimer cette exonération de 2 ans pour l'ensemble des constructions neuves, à la fois les logements aidés et les logements non aidés. Pourquoi aujourd'hui on est obligé de reprendre une délibération? Parce qu'avec la refonte de la fiscalité locale qui fait suite à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui a été votée par le Parlement après l'élection du président Macron, la taxe d'habitation sur les résidences principales a donc disparu et les communes ont récupéré la part départementale de taxe foncière. C'est ce qu'on a voté en avril 2021 quand le taux de taxe foncière est passé de 12,37 qui était uniquement la part communale à 23,95 en additionnant la part départementale. C'était complètement neutre pour les contribuables, simplement ce n'était plus perçu par le département mais par la commune. Et donc, de ce fait, le Code général des impôts a été modifié pour, la règle de base, c'est toujours que sans délibération, les constructions neuves sont totalement exonérées de taxes foncières sur la nouvelle taxe foncière communale, mais le Code général des impôts laisse la possibilité aux communes de supprimer l'exonération sur ce qui correspondait à l'ancienne part communale. Et donc, le Code général des impôts dit que les communes ont la possibilité de limiter l'exonération à 40%, 50%, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable. Le minimum de limitation de l'exonération, c'est 40%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer totalement l'exonération. On exonère toujours l'ancienne part départementale, mais on peut décider de supprimer l'exonération sur l'ex-part communale.
Alors comme c'est une moyenne qui est calculée sur l'ensemble des communes, ça tombe jamais pile poil pour toutes les communes, on peut choisir qu'un taux, tous les 10%, on peut choisir 40, 50, 60, 70, 80 ou 90. Et donc pour garder une situation qui est comparable à l'existant et ne pas engendrer de perte de recettes de la commune dans le contexte contraint qui est le nôtre, nous proposons de limiter l'exonération à 40% sur l'ensemble des constructions neuves, et ce dès le 1er janvier 2022. Avez-vous des observations à faire sur cette troisième délibération qui est peut-être un peu complexe, mais si vous avez vu, vous avez regardé les tableaux, c'est à peu près... Ah, Pierre-François. Alors, micro. Donc si je comprends bien, malgré tout, les constructions neuves seront exonérées à partir de 40%. Enfin, ils auront 40% en moins. Dans le temps, c'était 100%, on est d'accord, hein, on avait voté, alors moi, je n'avais pas voté parce que je suis contre les augmentations d'impôts, mais on garde quand même pendant 2 ans 40% de moins. C'est bien ça, on est d'accord. C'est exactement ça, et en fait, ça vient du fait que la suppression d'exonération ne concernait que la part communale avant. Et donc là, comme en fait la commune a récupéré la part départementale, le Code général des impôts dit la part départementale, on continue de l'exonérer, mais ce qui est l'ancienne part communale, on vous donne la possibilité de ne pas l'exonérer. Et c'est pour ça que le Code général des impôts dit que le minimum d'exonération, c'est 40%. On ne peut pas descendre en dessous. D'accord. Donc c'est neutre pour la commune. C'est globalement neutre, ça évite de perdre. Quand vous voyez dans le tableau, il y a un léger gain dans cette situation-là, parce qu'on ne peut pas taper pile poil sur ce qui équilibre. Il aurait fallu faire 42 ou 38. 42,5. 42. D'accord. Ok, merci. D'autres observations? Non? Donc nous passons au vote. Qui sont contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Merci. Merci, mon cher Adrien, pour ces 3 délibérations et le travail que tu as fait, que tu fais au sein de la CLEC, et le travail que tu as fait pour la réalisation de ces 3 délibérations. Je vais passer maintenant la parole à Marie-Agnès concernant 2 délibérations qui concernent les ressources humaines, une modification du tableau des effectifs et l'autre un recrutement d'un gestionnaire comptable. Marie-Agnès, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez certainement, le responsable de notre service finance va faire l'objet d'une mutation à la fin du mois de septembre. Alors, notre responsable était là depuis 20 ans, depuis 2001 précisément, et elle avait le grade d'adjoint administratif principal, première classe. Nous avons décidé de recruter un agent qui aura un grade supérieur d'attaché territorial et qui arrivera le 1er novembre. Ce poste nécessite en effet de recruter un profil avec une expertise renforcée, car ses missions en matière d'analyse et de stratégie financière seront renforcées. Par ailleurs, il y a aussi une part importante d'encadrement. Et enfin, ce recrutement nous permettra d'apporter un regard neuf sur les anciennes pratiques de notre service finance. C'est pourquoi nous vous proposons donc de voter la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps complet et la création d'un poste d'attaché territorial à temps complet à compter du 1er octobre. Avez-vous des observations à faire sur cette délibération présentée par Marie-Agnès? Non? Je passe au vote. Qui sont contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Merci. Marie-Agnès pour la deuxième délibération sur le recrutement. Qui concerne aussi donc le service finance. Comme vous le savez, donc notre service finance compte 3 postes, une responsable et 2 gestionnaires comptables. Or, depuis 1 an, nous avons un poste vacant de gestionnaire comptable. Nous faisons face à une pénurie, comme beaucoup de collectivités,
liée en grande partie à la crise sanitaire, mais aussi au fait qu'il s'agit d'un secteur en tension, car la compétence en matière financière est une compétence assez rare. Pour apporter une aide à notre seul gestionnaire actuellement en poste, nous avons dû faire appel à des prestataires extérieurs, et notamment le CIG, le Centre interdépartemental de gestion, a mis du personnel à disposition de la commune. Mais le CIG lui-même est surchargé de demandes, et donc nous envisageons une autre solution. Un agent d'une autre structure, exerçant les fonctions de gestionnaire comptable, nous a proposé son aide ponctuellement en sus de son activité. Mais le statut de la fonction publique réglemente très précisément le cumul d'activités. Et c'est pourquoi il est nécessaire de créer un poste de gestionnaire comptable en activité accessoire, sachant que son indemnité horaire sera calée sur son indice dans sa structure actuelle, qui correspond bien sûr à son grade. C'est pourquoi nous vous proposons de voter la création d'une activité accessoire au sein du service finance pour une durée de 3 mois à compter du 10 septembre. Avez-vous des questions à poser, chers collègues? Non? Je passe au vote. Qui sont contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Chers collègues, nous sommes assez performants ce soir, puisque nous avons épuisé les délibérations. Avez-vous des informations ou des questions diverses à proposer ou à discuter? Juste une petite précision. Pierre-François. Vous aviez l'air surpris du pouvoir de Katia, vous ne l'avez pas eu? Parce qu'elle l'a fait via le site. Donc, oui, Sonia. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Non, non, ça pose aucun problème. D'accord, ok. Non, non. D'accord, ok, pas de souci. Et une dernière chose, au niveau des emplacements là, du conseil municipal dans la mairie, moi je ne suis pas fan de ça, parce qu'on est de dos, et c'est toujours un peu compliqué de s'exprimer. Alors là, c'est un petit conseil, il n'y a pas de débat là-dessus, mais lorsqu'il y aura des conseils plus conséquents, avec des discussions plus importantes, c'est beaucoup mieux de pouvoir se voir. Alors je sais qu'il y a le Covid, etc., donc ça pose peut-être des soucis d'écartement de table, mais ça serait mieux de retrouver je dirais, un espacement normal, c'est-à-dire en cercle ou en demi-cercle. C'est beaucoup plus agréable. Je suis d'accord avec toi, je partage ton avis. On a voulu revenir dans la salle des mariages, parce que la salle des arts, vous avez vu, on est quand même assez éloignés les uns des autres. D'ailleurs, c'est une remarque, parce que j'ai discuté avec Olivier sur le positionnement, et c'est vrai qu'au départ, j'avais positionné comme on était avant, mais on était assez serré. Et sur proposition d'Olivier, je lui ai dit, tu as raison, et donc on a mis en cette configuration. Mais j'espère que l'évolution, le prochain conseil municipal est fixé au 21 octobre, je crois. 21 octobre, peut-être que d'ici là, les obligations sanitaires seront allégées. Donc, on reviendra le plus vite possible à une meilleure cohabitation en conseil municipal. Si vous n'avez pas de questions ou d'informations, moi je vais vous en donner une. Voilà, je souhaiterais faire un point sur une information concernant la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif de l'île de Vilaine. Durant les vacances, fin juillet plus exactement, j'ai été informé que suite à la fragilisation du pont de l'île de Vilaine, le passage du camion des ordures ménagères ne pouvait plus se faire compte tenu de son tonnage de 26 tonnes, alors que le poids des camions ne peut excéder 12 tonnes. De ce fait, la communauté urbaine a stoppé immédiatement le ramassage. Prise de risque, pas prise de risque. Les discussions ont commencé avec le président de l'ASA de l'île de Vilaine, la communauté urbaine et la municipalité. Virginie Ox et moi-même avons multiplié les rendez-vous, aussi bien en visioconférence que par téléphone, avec la communauté urbaine. Il faut savoir quand même que
ce ramassage fait l'objet d'un marché public et que nous étions en période de congé. Je vous fais grâce des discussions, des 3 semaines de discussion, mais ce que vous devez savoir, c'est que mardi soir, nous avons pu trouver un accord avec la communauté urbaine. Je remercie d'ailleurs le président de la communauté urbaine, Raphaël Cognet, sa directrice générale des services, Laure Deltour, le vice-président en charge des collectes, Jean-Luc Gris, ainsi que la directrice de cabinet de Raphaël Cognet, Valérie Cocosa. La CU continue donc à faire le ramassage des ordures ménagères ainsi que le tri sélectif. Et après les audits qui doivent être faits sur la fragilisation du pont, nous pourrons affirmer et confirmer le poids et le tonnage des camions de collecte. Cet accord, je dois dire, et je n'ai pas l'habitude de faire de l'autosatisfaction, mais s'il y a accord, il n'a pu se faire que grâce aux relations que j'entretiens avec le président Raphaël Cognet, ainsi qu'avec la nouvelle direction de la communauté urbaine. Voilà, je voulais vous faire part de cette information pour que les choses soient claires. Et comme disait Aragon, c'est la vérité vraie. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, chers collègues, nous allons renouer des traditions que nous avions avant la crise sanitaire, même si elle n'est pas terminée. Et je vous propose de prendre, comme on a plus communément de dire, le pot de l'amitié, si des fois c'est un peu dur, mais entre nous. Voilà, chers collègues, merci de votre présence. Et puis, au conseil municipal, rendez-vous le 21 octobre. Merci à vous.